Si je le dis simplement, la troisième voie, c'est ça. Ça n'est ni celle qui est ma voix, ni celle qui est la voix de l'autre, c'est celle qui émerge de la rencontre de nos deux univers. Autrement dit, je pourrais aussi dire, la troisième voie, pour moi, c'est celle qui ne me sacrifie pas, dans laquelle je ne me sacrifie pas et dans laquelle je ne sacrifie pas l'autre non plus. Bonjour à tous, chers auditeurs de Nexus, et bienvenue sur notre chaîne. Je vous rappelle, comme je le fais chaque fois, que le magazine Nexus est un magazine d'information libre et indépendante et que sans vos commandes, sans vos achats en kiosque, nous ne pourrions vous proposer des contenus vidéo au quotidien comme nous le faisons. Trouver la voie des alliés dans un monde qui nous enjoint constamment à rester des ennemis, c'est ce que nous allons évoquer aujourd'hui avec Sarah Salomé, que nous avons le plaisir de recevoir, qui propose avec son compagnon la troisième voie, qu'ils enseignent d'ailleurs. Nous allons en savoir plus dans quelques instants avec elle. Alors, bienvenue Sarah. Merci Estelle. Alors, je suis ravie de vous recevoir. Alors, je vais être complètement honnête avec vous, Sarah, je ne vous connaissais pas encore il y a quelques jours et c'est en tombant sur un de vos textes diffusés sur les réseaux sociaux que j'ai eu envie de vous contacter immédiatement et d'en savoir plus sur vous. Votre texte sur la troisième voie m'a littéralement percuté, dans le bon sens du terme, comme si mes aspirations profondes étaient mises en mots. Et quand je suis allée voir votre profil Facebook, j'ai vu que vous disiez de vous-même, alors ça m'a fait beaucoup sourire, hein. J'apprends aux gens à devenir moins cons en relation. Oui, exact. Alors, avant de parler de la troisième voie, j'aimerais bien qu'on approfondisse un petit peu ça. Déjà, c'est quoi être moins con en relation? Être moins con en relation, je peux le résumer par on arrive tous dans leur relation avec nos systèmes de défense, avec nos peurs, nos traumas, nos fonctionnements d'attachement qui sont insécures, on dirait dans le langage, en tout cas aujourd'hui. Et donc, on a toutes sortes de réflexes, d'habitudes dans le lien et dans la relation qui ne permettent pas de faire fonctionner sainement une relation. Et donc, devenir moins con en relation, c'est apprendre à fonctionner autrement, à déconstruire d'une certaine manière ces réflexes qu'on a et qu'on amène systématiquement dans la relation à l'autre pour en créer des nouveaux. Si je peux le dire simplement, ce serait ça. Donc, pour tout type de relation, que ce soit donc en couple, Oui. avec des amis, avec des collègues, avec ses enfants, c'est ça? Oui, c'est valable partout. Donc moi, je m'oriente quand même beaucoup sur la relation amoureuse parce que c'est la thématique que j'aime et que j'affectionne particulièrement. Mais en réalité, ça s'applique absolument partout et les gens qui travaillent avec moi vont se retrouver à appliquer ça avec leurs parents, effectivement, leurs amis, leurs collègues, leurs enfants. Ça va se jouer partout de toute façon. J'avais une petite question quand même qui me vient. Est-ce que même Ouais. quand on s'améliore vraiment, hein, qu'on essaie de se dépasser Mmh. pour atteindre la meilleure version de nous-mêmes, on reste pas de toute manière toujours le con de quelqu'un d'autre? Si. Si, ça, j'en suis persuadée. Je pense qu'on peut pas faire l'économie d'être le con de quelqu'un d'autre. J'aurais tendance à dire que les gens pour qui on est un con ou une conne, à un moment donné, c'est des gens avec qui on n'est pas compatible. Il y a aussi des histoires de compatibilité, tout simplement et on peut pas, correspondre à tout le monde. Très bien. Alors c'est pourquoi ça m'a interpellée aussi en tant que journaliste, cette thématique, c'est parce Mmh. que nous-mêmes chez Nexus, on essaie vraiment d'aller au-delà de la binarité, de la Mmh. dualité. Oui. Et j'essaie depuis quelque temps et pour l'instant sans grand succès, de créer des passerelles entre les mondes, entre des Mmh. personnes, des idées qui ont l'air complètement antagonistes au départ. Oui. Mais je reste persuadée au fond de moi qu'il est Mmh. possible de créer ces passerelles-là. Oui. Mais alors c'est ce que vous proposez quelque part aussi avec la troisième voie. Alors est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est la troisième voie? Alors, je vais essayer de le dire simplement parce qu'on anime des séminaires entiers là-dessus, mais en réalité, c'est un concept assez simple. Plusieurs personnes le disent, mais l'idée, c'est que quand on rencontre l'autre, il y a ma réalité, il y a la réalité de l'autre et il y a la réalité qui va émerger de la rencontre de ces 2 réalités-là. Et la troisième voie, c'est celle qu'on découvre, à travers la relation en
faisant se rencontrer vraiment 2 univers. Mais il y a vraiment pour moi la notion de relation et de rencontre. C'est-à-dire que la troisième voie est la seule qui, pour moi, permette une relation ou permette une rencontre. Là où sinon, on a l'impression d'être en relation, mais on est chacun dans nos huis clos avec nos habitudes, notre univers, notre fonctionnement. Il n'y a rien de neuf qui émerge. Donc, la troisième voie, c'est celle qui, à travers la rencontre, que ce soit, encore une fois, dans la relation amoureuse, mais la relation, on pourrait l'étendre. Ça peut être la relation à mon entreprise, ça peut être la relation même à Dieu, n'importe quelle relation en réalité, ou la relation à moi-même. À partir du moment où il y a une vraie relation, une vraie rencontre, on va découvrir ce qui émerge de cette rencontre-là. Si je le dis simplement, la troisième voie, c'est ça. Donc, ça n'est ni celle qui est ma voix, ni celle qui est la voix de l'autre, c'est celle qui émerge de la rencontre de nos 2 univers. Autrement dit, je pourrais aussi dire, la troisième voie, pour moi, c'est celle qui ne me sacrifie pas, dans laquelle je ne me sacrifie pas, et dans laquelle je ne sacrifie pas l'autre non plus. C'est-à-dire que c'est ce qui va émerger à l'instant où est très clair en moi d'abord et évidemment aussi en l'autre quand il s'agit d'une relation, qu'on ne joue pas à se sacrifier ni soi ni l'autre. Et souvent, moi je dis, il y a 2 types de personnes dans le monde. Il y a ceux qui vont avoir facilement tendance à se sacrifier eux-mêmes au nom de la relation, au nom de l'autre, ce qu'on appelle communément les gens qui vont plus se trouver dans les postures de victimes. Et il y a un autre pendant qui est les personnes qui vont vite sacrifier l'autre au nom d'eux-mêmes ou au nom d'un idéal, d'une vision ou que sais-je. Et souvent, et c'est ces 2 pentes-là qu'on va avoir tendance à prendre. Et évidemment, les victimes et les bourreaux, on le sait, fonctionnent bien ensemble, puisque la première, les personnes qui se sacrifient ou les personnes qui sacrifient vite l'autre, c'est victime-bourreau. Et la troisième voie est une voie dans laquelle on se refuse à ces deux voies-là. Et on découvre et on fait émerger ensemble ce que j'appelle une troisième voie, ce qu'on appelle une troisième voie. Alors, je vais lire un petit peu le texte que vous aviez diffusé parce que Ouais. vraiment, il m'a touchée. La troisième voie, ce n'est pas un petit truc mignon par lequel on se met d'accord ou on fait des compromis. C'est un acte de foi. La troisième voie, c'est parfois ce qui émerge quand on se laisse pétrir dans le feu de nos désaccords, de nos incompréhensions, de nos effondrements, de nos déconnexions. J'aime beaucoup cette phrase. Quand on livre un combat, non pas l'un contre l'autre, mais ensemble pour faire émerger la vérité, pour faire émerger ce qui est juste, quand nous sommes des guerriers saints. C'est trouver la voie des alliés dans un monde qui nous enjoint constamment à rester des ennemis, comme je le disais au départ. C'est quand on se tient ensemble dans le feu avec une dévotion, une direction commune. Cette dévotion à un chemin qui ne sacrifie ni l'autre ni soi, qui ouvre sur nos désirs profonds et nous oblige à devenir moins cons. C'est vrai que cette phrase, elle arrive comme ça, on s'y attend pas et Ouais. elle se prend et comment dire? Elle renvoie vraiment au réel quelque part aussi parce qu'il y a des très beaux termes comme dévotion, comme mais là, on revient dans le quotidien quand on a envie de traiter l'autre, C'est ça, hein, exactement. gros con. La troisième voie, c'est ce qui émerge là où justement on ne se compromet pas dans notre essence, mais où on peut renoncer un peu plus à nos identités traumatiques. Là où on peut commencer à créer plutôt que survivre, à créer plutôt qu'à répéter, à découvrir plutôt qu'à recouvrir. Car comme je le dis souvent, donc c'est vous qui le dites, soit on crée, soit on répète. La troisième voie nous dépouille pour nous élever. Elle nous dépouille de nos armures là où la guerre peut s'arrêter. La troisième voie, c'est celle qui nous sort de nos schémas de répétition et renouvelle notre vie et nos relations. Alors, je vais pas lire tout le reste, mais quand on parle de dévotion commune, de Oui. direction et de dévotion commune, ça, est-ce que c'est important de le déterminer dès le départ dans une rencontre, justement, pour être bien sûr d'aller au même endroit? Ouais, c'est une bonne question et je vais y répondre de 2 manières. La première, c'est que, il y a déjà ce qu'on va proposer soi-même. C'est-à-dire si moi je suis très au clair avec ma direction, avec ce à quoi je joue et avec ce que je propose, d'une manière ou d'une autre, je vais soit inviter l'autre à venir là-dedans ou au contraire, à s'éloigner. Donc il y a déjà qu'est-ce qui est ma proposition?
qui va faire qu'on va pouvoir se rencontrer ou pas à cet endroit-là. Et ensuite, une fois qu'il y a relation, c'est pas toujours, à mon sens, nécessaire de le verbaliser clairement, mais je crois quand même à la puissance d'appeler un chat et de se dire les choses et de les nommer. Je suis assez persuadée que ça a un immense pouvoir. C'est sûr que de se nommer ensemble, voici à quoi on joue. On a envie d'être des alliés. Moi, je vois avec mon partenaire, régulièrement, on se le rappelle. Même quand on a justement des désaccords, des tensions, des conflits, on se le redit même au milieu d'un échange, même quand c'est tendu. Et on est ensemble, hein, on est des alliés. On a envie de trouver comment faire ensemble. On a envie de savoir être ensemble et on se le redit régulièrement, on repose ça régulièrement. Et ça peut paraître anodin, mais c'est une petite chose qui fait énormément de différence. En tout cas, moi, je trouve que ça fait une énorme différence. Donc, c'est pas obligé d'être nommé, mais je crois que quand ça l'est, ça donne quand même une consistance et une force à une relation qu'on n'a pas quand c'est un peu plus flou ou un peu plus nébuleux ou voilà. Mmh. Dans une de vos vidéos récentes, vous parlez, du désir profond et en même temps de la proposition, de la différence qu'il peut y avoir entre les 2. Ça m'a Oui. beaucoup parlé aussi cette vidéo. Vous pouvez nous en O dire plus? oui, bien sûr. Ce que je disais en substance dans cette vidéo, c'est que la plupart du temps, on va entrer en relation en parlant de ce qu'on désire vivre, comme si c'était ce qu'on proposait à l'autre. On va dire justement, voilà, moi je veux une relation, il y a du respect, on est très engagé, il y a ceci, il y a cela, et on en parle parce que ça nous anime, forcément c'est notre désir, mais on en parle comme si c'était ça qu'on allait faire vivre à l'autre, qu'on allait concrètement proposer dans la relation. Ce qui souvent amène à un sentiment tôt ou tard, chez l'autre d'avoir été arnaqué parce qu'il se dit: «Mais je comprends pas, cette personne m'a proposé un truc, ça avait l'air génial et dans les faits, elle a plein de peur ou il a plein de peur, l'attachement fait flipper, l'engagement fait flipper». Enfin, il peut y avoir plein de choses qui en fait ressortent, qui est ce que j'appelle notre proposition, c'est-à-dire il y a ce qu'on désire profondément, qui est une sorte de direction, qui pour moi devrait devenir un projet, Mmh. et il y a la réalité d'où j'en suis aujourd'hui. Et la réalité d'où j'en suis aujourd'hui, c'est, ben, oui, je désire profondément ça, mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai encore la trouille de ça, ou à l'heure d'aujourd'hui, quand je suis blessée, je boude ou je me braque ou ceci ou cela. Et ça, c'est notre proposition réelle et effective, réaliste aujourd'hui. Et elle doit, pour moi, être le point de départ de la direction dans laquelle on s'en va, plutôt qu'un déni de là où on en est aujourd'hui. Et souvent, quand on entre en relation, on est tellement dans l'émotion qu'on se raconte qu'on va pouvoir proposer, donner certaines choses de manière complètement déconnectée de notre réalité d'aujourd'hui. C'est ça la différence entre ma proposition, c'est comment je fonctionne de manière effective et réaliste aujourd'hui, et là où je propose de s'en aller. Souvent, on confond Mmh. les 2. Entre son aspiration profonde, C'est j'aspire à ça. ça, mais aujourd'hui j'en suis là. Est-ce Oui, qu'on peut, en tant qu'alliés, si tu c'est as envie ça. d'aller dans la même direction, Mmh. s'entraider, s'accompagner Oui, pour guérir, pour grandir et c'est ça. pouvoir aller ensemble à cet endroit-là, c'est ça? Si j'ai bien Complètement. compris? Oui, c'est D'accord. exactement ça. C'est exactement ça. Et je me permets, hein, je ne sais pas s'il y a une autre question, mais en tout cas, c'est quelque chose que je dis souvent à propos des relations insécures. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me dire: «Mais moi, j'ai un fonctionnement d'attachement insécure», donc les plus connus, c'est anxieux, évitant. Vous avez peut-être entendu déjà parler de ça, ces 2 fonctionnements-là Oui, oui, sont oui. assez connus. Donc les gens me disent: «Mais j'ai un fonctionnement d'attachement insécure, comment je fais pour me réparer tout seul moi-même et proposer quelque chose de sécure dans la relation?» Et je leur dis tout le temps: «Mais vous n'avez pas besoin d'être sécure pour vivre une relation sécure. Par contre, vous avez besoin d'être très au clair que c'est ça que vous voulez créer avec l'autre, et à ce moment-là, effectivement, on peut se dire: "Ben, OK, je suis insécure, tu es insécure, mais comment on devient des alliés à créer une relation qui est plus sécure?" Et ça, c'est tout à fait possible. Mmh. Si vous deviez donner une définition du terme allié, ce serait quoi? C'est quoi des alliés vraiment? Ouais. Je dirais que des alliés, il y a vraiment la notion, d'équipe, c'est-à-dire on fait les choses ensemble. Il y a vraiment, moi tel que je le vis, c'est je t'intègre dans mon monde et tu m'intègres dans ton monde. C'est pas je C'est presque
Je vais le dire comme ça parce que j'avais un ami qui m'avait dit ça une fois, je trouvais ça très beau. Il me disait: «Chaque fois que je prends une décision, ma femme est inclus dedans». Et je trouvais ça beau parce que ça correspond pas mal à cette notion d'allié, c'est-à-dire je fais pas que les choses que pour moi. Je les fais en incluant l'autre et pour la relation. Et on est une équipe là-dedans et chaque projet, que ce soit un projet de notre couple, que ce soit un projet familial, que ce soit un projet professionnel, ou on est conscient que ce qu'on fait et ce qu'on est va avoir un impact sur l'autre et réciproquement. Et donc, on fonctionne ensemble, on prend les décisions ensemble, on avance ensemble. Ouais, je le dirais comme ça. Mmh. Après, on peut décider peut-être aussi, comme des alliés, de déterminer qu'il y a une partie Oui, qu'on a envie de vraiment de consacrer juste pour nous, à complètement. déterminer que quand, comment, et une partie qu'on fait ensemble. Mais tout ça, c'est le C'est ça. déterminer ensemble, c'est ça, c'est Exactement. co-construire. C'est ça. De la même manière qu'on peut tout à fait déterminer qu'il y en a un des 2 du couple qui va s'occuper de tel aspect et l'autre pas du tout, et réciproquement, et on est OK avec ça. Parce que justement, on sait qu'on est bien complémentaires et qu'à cet endroit, ça va être pertinent qu'il y en a un qui se trouve, au poste et à un autre endroit, c'est pertinent que ce soit l'inverse, et on s'accorde là-dessus. Qu'est-ce qui peut empêcher, que cette troisième voie, soit un succès? Quels sont les freins qu'on peut avoir, voire même les obstacles? Oui. Je dirais que c'est principalement ce qu'on appelle nos mécanismes de survie, nos mécanismes de défense. C'est-à-dire, tous ces réflexes automatiques qu'on va avoir, dont je parlais un peu au début, qui font qu'on ne peut pas vraiment ni rencontrer l'autre, ni justement faire équipe et qu'on va automatiquement et de manière inconsciente percevoir l'autre comme un danger, un ennemi, une menace dont on se défend et dont on se protège. Et tous ces mécanismes-là qui sont très rapides et très instantanés, automatiques, vont, bloquer évidemment le fait de faire émerger, une troisième voie. Mmh. Et ça peut être dû à quoi? Donc ça peut être dû au trauma de l'enfance, à une programmation, familiale, inconsciente? Ça peut être dû à quoi? C'est ça, il y a à la fois des traumas qui font qu'on a ces réflexes-là. Il y a aussi une intériorisation des fonctionnements d'attachement dans lesquels on a grandi. Donc, l'enfant, il fait pas la différence entre l'amour et le fonctionnement d'attachement de ses parents. C'est-à-dire que les comportements de ses parents vont devenir de manière inconsciente la définition de l'amour. Amour égale comportement de mes parents. Il va pas faire la distinction. Mmh. Donc, on a intériorisé des comportements comme étant de l'amour et on va répéter ces comportements-là puisque dans notre système, c'est ça l'amour. Même s'ils sont violents Mmh. ou abusifs ou déconnants d'une certaine manière, parce qu'on l'a intériorisé comme notre référentiel d'amour. Mmh. Et la relation aussi qu'ils ont eue avec nous, la manière dont ils nous ont traités, C'est aussi, ça, parce que d'ailleurs c'est malgré ça. eux, hein, parfois, hein, parce qu'eux-mêmes, porter les fardeaux transgénérationnels et cetera, et même quand on le souhaite ardemment, vraiment on le souhaite ardemment, on a envie d'être des alliés, Mmh. mais est-ce que vous parliez tout à l'heure d'incompatibilité, est-ce qu'à un moment donné, ben, il faut se rendre à l'évidence, c'est-à-dire malgré même notre volonté, on est dans l'incapacité de le faire, de par notre histoire, de par qui on est et qu'il y a des choses vraiment qui sont on peut pas entrer dans cette troisième voie avec, certaines personnes ou certaines idées. Mmh. Ben, en tout cas, des fois, cette troisième voie va nous amener à faire le constat que quelque chose est impossible. Enfin, impossible, je ne sais pas si c'est un absolu, mais que quelque chose ne fonctionne pas. C'est il y a un mot que j'aime beaucoup qui est utilisé par un thérapeute, qui est les aspects structurels de soi. Quand c'est les aspects structurels de l'un et de l'autre ne peuvent pas fonctionner ensemble, ne peuvent pas être compatibles, et ça peut être des choses aussi simples que des sujets du type, il y en a un qui veut absolument des enfants et c'est structurel pour lui ou pour elle et l'autre qui n'en veut pas du tout. Ben, Mmh. là, il y a potentiellement des fois, on va arriver à un constat que non, si ceci est trop important pour moi et ceci l'est trop, ben, la 3e voie, c'est de renoncer à la relation. Oui, parce que vous disiez, dans votre texte aussi, que la troisième voie est celle qui nous offre une issue aux questions insolubles et douloureuses du type: subir ou partir, Oui. s'éteindre ou éteindre l'autre, avoir raison ou se soumettre, mentir ou dire la vérité, poser une limite ou accepter. Donc Mmh. là, souvent, c'est des choix comme ça vraiment, parfois cornéliens à faire.
Mais dans certains cas, quand même, il y a une possibilité de trouver, quelque chose d'intermédiaire, c'est bien ça? Ben, en fait, je vais le prendre comme ça. Ce que je vais dire, c'est que ces questions-là, pour moi, sont l la question contient le problème. C'est-à-dire que de se poser la question de: «Est-ce que je reste ou est-ce que je pars?» qui est une façon binaire et qui, du coup, correspond à nos stratégies de survie, c'est-à-dire c'est blanc ou c'est noir, c'est soit je me soumets, soit, au contraire, je suis le bourreau, ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Ces questions-là, en elles-mêmes, ne fonctionnent pas. C'est-à-dire si on peut tourner moi, j'ai régulièrement des gens qui viennent, ça fait des années qu'ils sont dans cette question de: «Est-ce que je reste ou est-ce que je pars?» mais parce que la Mmh. question elle-même est le problème et souvent, ce que je dis, c'est que on peut arriver au constat que, oui, c'est vers ça que ça va. Mais vouloir décider, sans même avoir pratiqué justement cette troisième voie, que c'est ça qu'il faut faire, c'est pour moi déjà un système de défense. C'est pour ça que je dis aux gens souvent: «Renoncez à prendre cette décision-là. Vous oubliez. Vous essayez pas de savoir si vous restez ou si vous partez. Par contre, vous faites un prochain pas en prenant pour unique décision de marcher avec le plus de sincérité, le plus d'intégrité, le plus de dignité, le plus de liens possible et vous voyez ce qui se passe et ensuite vous répondez parce que forcément, il va y avoir un feedback de l'expérience de l'autre par rapport à ce qu'on va proposer Mmh. et ainsi de suite et ainsi de suite et on redécouvre là où ça nous amène. Ce qui est complètement différent que de dire: «Bon, bah, là, je suis coincé, donc mon réflexe quand je suis coincé, c'est soit, bah, je me fige, soit au contraire, je me barre», qui sont des réflexes de survie normaux, mais Mmh. qui perpétuent, en fait, ce qu'on connaît déjà. Ça serait bien que vous puissiez coacher, certains politiques avant qu'ils passent en plateau télévisé. Ouais, ça pourrait être intéressant, c'est vrai. C'est vrai que parce qu'on a vraiment le culte, l'habitude moi je ne supporte plus, hein, pourtant je suis journaliste, Oui. mais je ne supporte plus ces émissions. Mmh. Alors soit on a des gens qui pensent pareil, généralement, ou Mmh. alors Ou ça se fight. oui, c'est vrai. Vraiment, comment faire en sorte il doit quand même y avoir à un moment donné des points communs ou des points qu'on estime justes chez l'autre, même si à la base c'est notre adversaire. Le Oui. reconnaître ça, c'est très juste ce que vous dites, ça pourrait être complémentaire avec ce que moi je propose, mais non, c'est à partir du moment où l'autre est dans un autre parti politique, tout ce qui va sortir de sa bouche, on a l'impression que ça va être nul Oui, c'est ça et c'est et ce qui donc se joue exactement dans les relations, en fait. Ce que vous dites à propos de la politique se joue, en fait, dans nos relations interpersonnelles et on est persuadé que parce que l'autre a un avis, un monde différent, mmh, par défaut, on est des ennemis. Là où, en fait, on pourrait dire que la troisième voie, c'est une voie de nuance et c'est une voie, effectivement, dans laquelle on disait ça parce qu'on a animé un séminaire ce week-end. Il y avait un couple, donc c'était très chouette. On a pu vraiment les faire danser ensemble avec ça et à un moment donné, on leur disait: «Ben, pars du principe que l'autre a raison quelque part et que dans ce qu'il dit, il a raison et que tu cherches où c'est le cas. Parce qu'en fait, cette troisième voie, elle ne peut pas naître effectivement si on reste juste bloqué dans notre univers et qu'on croit qu'on détient la vérité absolue. Ça ne peut pas émerger quand on est dans cette posture-là, c'est évident. faut Et ce vraiment qui est être 2, hein. délicat Ouais. pardon? Oui, pardon. J'allais dire, faut vraiment être 2 à vouloir ça. Oui, en Mmh. relation, le fait qu'on soit 2 à jouer à ça, c'est sûr, ça rend les choses possibles. C'est ça. Mmh. Vous vouliez dire autre chose? Je vous ai coupé, Ouais, pardon. ce que je voulais dire, c'est que je crois que ce qui est délicat, c'est qu'on oscille encore une fois souvent entre, bah, pour le coup, 2 voies qui sont soit je prends le regard de l'autre et je m'oublie dedans. C'est-à-dire je le prends tellement que j'en fais une vérité absolue et je me remets complètement en doute, moi-même. Mmh. Ou au contraire, je ne le prends pas, mais je le rejette tellement que je reste bloquée dans mon monde à moi et je ne peux pas être touchée, je ne peux pas être transformée par la réalité de l'autre. Mmh. Être touché, transformé par l'autre, oui, ça c'est il y en a qui vont prendre ça pour de la vulnérabilité et peut-être qui ont tellement une armure autour d'eux que Alors que pour moi, ça demande beaucoup de force d'être capable de tenir cet endroit où je ne me sacrifie pas, mais je ne sacrifie pas l'autre non plus. Ça demande énormément de force, ça demande vraiment une grande dignité, une souveraineté, ça demande d'être avec soi tout en étant avec l'autre. Je vois vraiment pas ça comme de la vulnérabilité, en tout cas pas comme de la fragilité. j'ai vu passer une vidéo ou un post plutôt sur, Mmh. sur la notion de sevrage. Parce Oui. que quand on décide Mmh. donc de vraiment de guérir de ces identités traumatiques,
vraiment de transcender le mal, d'aller vers autre chose, quand on décide de changer de paradigme et de l'incarner, bah, cela demande de faire le deuil de nos Oui, vieilles habitudes, et parfois, ben, de quelqu'un, oui. qu'il devient nécessaire de quitter pour notre propre survie. Si par exemple, on lui a proposé la troisième voie et ben, qu'il en veut pas et que bon, bah, à un moment donné, il c'est comme ça, il faut l'accepter. Mmh. Peut s'ensuivre une période de sevrage. Oui. Mmh. Et vous dites que ça fait partie vraiment, alors si je résume, c'est vraiment des sevrages profonds, ça peut faire partie des pires sevrages parce qu'il y a le sevrage à la drogue, il y a le sevrage, mais il y a le Mmh. sevrage aussi à ce renonce quoi, comment dire? À ce renoncement, Oui, de qui on était. c'est ça en fait. Ce qu'il y a de très profond là-dedans, si je reprends ce que je disais tout à l'heure, pour passer d'un modèle de relation, on va dire insécure, à un fonctionnement relationnel plus sécure, il va y avoir des sevrages énormes parce qu'on a acquis tellement effectivement d'habitudes de fonctionnement dans l'attachement et ces fonctionnements nous rassurent à un endroit. Nous rassurent donc, mais c'est plus que ça nous rassure, c'est que ça peut vraiment être addictif. Il y a, ce que j'appelle moi, parce que je suis en train de finir un livre qui s'appelle «Désir et résonance traumatique». Ce que j'appelle le désir traumatique, c'est Mmh. une espèce d'addiction à justement des comportements qu'on peut avoir en relation ou que l'autre peut avoir en relation avec nous, qui nous crée un mélange de souffrance et de shoot d'euphorie. Exactement comme le ferait n'importe quelle drogue. Et pour, des fois sortir de ces fonctionnements-là, il y a un vrai sevrage comme pour avec une vraie drogue. Moi, j'appelle ça des addictions comportementales. C'est-à-dire, j'ai tellement l'habitude d'avoir ce comportement et à la fois ça me rassure, puis ça me crée un shoot, ça me crée une forme d'intensité qui me donne le sentiment d'exister. C'est ça. Donc il y a un enjeu existentiel là-dedans que, de renoncer progressivement à ça pour évidemment autre chose, on va passer par des périodes, de manque, de panique, de perte de repères, il va y avoir des transitions qui ne sont pas forcément confortables, pour passer d'un modèle à un autre ou d'un paradigme à un autre. Mmh. Mais c'est vraiment comme une drogue et je pense que quand on touche à la question de l'attachement, on touche vraiment à la question de la survie. Parce que factuellement, il y a des expériences qui l'ont prouvé. Un bébé à qui on donne tout le nécessaire, pour manger, pour survivre au minima, mais à qui on ne va pas répondre à ses besoins d'attachement, ses besoins affectifs, tombe malade, voire meurt dans certains cas. Il y a des expériences qui l'ont prouvé. Donc quand on vient toucher à la question de l'attachement, on vient toucher à un enjeu qui est perçu par notre inconscient et par notre système nerveux comme un enjeu de vie ou de mort. Mmh. Oui, le connu pendant l'enfance nous sécurise, donc on Oui, recherche ça, même mmh, si c'est douloureux. c'est ça. C'est terrible, hein. Ouais, c'est ça. Et ce sevrage, alors comment on peut le faire, de manière la plus sereine possible, la plus douce possible? Parce que parce que ça, on peut aller dans les hôpitaux pour des sevrages, pour les drogues et cetera. Il y a des Oui, centres pour ça. Mais pour ce oui. sevrage-là, comment on peut faire? Beh, justement, comme c'est quelque chose qui est pas considéré comme un sevrage à part entière, je pense que c'est important pour le coup, c'est là que ça fait du sens pour moi, soit d'être accompagné, que ce soit par un ou des professionnels ou d'avoir un entourage, d'avoir un environnement qui soit quand même soutenant. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui arrêtent les drogues, qui vont jamais dans des hôpitaux, mais qui ont un environnement, des ressources. En fait, c'est Mmh. trouver des ressources à la fois externes, donc vraiment des relations, que ce soit des relations avec des professionnels ou avec, un entourage qui est suffisamment fort ou des personnes ressources, en Mmh. plus des ressources évidemment qu'on va devoir trouver ou Mmh mh. développer à l'intérieur, bien évidemment, hein. Ça va ensemble. Mais je pense qu'il y a vraiment besoin que ce soit accompagné, en tout cas. Parce que c'est des moments qui sont très fragiles pour le coup. Je sais pas si c'est vraiment le même sujet, mais en fait, j'ai Oui, regardé les dernières vidéos avant de faire cet entretien parce que finalement je connaissais pas et j'ai oui. regardé les dernières vidéos et puis chaque vidéo, moi, me parle, mais à un point. Mmh. Quelle erreur on peut faire, est-ce que ça rejoint la troisième voie, cette question? Quand on Oui. voit le potentiel en l'autre et Mmh. non pas qui il est.
Mmh. Vous parlez des conséquences que cela peut avoir, c'est-à-dire, justement, Mmh. quand on est quelqu'un qui a tendance à aller dans cette démarche de troisième voie, de toujours essayer de trouver des solutions, de voir comment on peut coopérer pour que chacun aille bien, est-ce qu'à un moment donné, on peut pas tomber dans l'illusion de qui est l'autre? Et on voit le potentiel, on voit ce qui pourrait être, on se dit: «Ça pourrait être génial si chacun y mettait du sien», mais en fait non, c'est c'est Oui, pas possible. complètement. Je pense que c'est une alors c'est une tendance plutôt féminine. Mon constat que c'est je dis bien une tendance, hein, parce qu'il y a des hommes pour qui ça les concerne aussi, mais je constate qu'il y a quand même une forte tendance chez les femmes à avoir ce côté visionnaire, je vais dire ça comme ça, c'est-à-dire moi je le dis à ma manière, c'est-à-dire à voir les différentes lignes de temps et à voir ce qui est possible dans cette relation, ce que cet homme peut devenir. Et c'est pour ça que dans les séminaires qu'on anime, on insiste sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le discernement entre le désir profond, donc là où je veux aller, là où je sens, où je pressens quelque chose qui me touche, qui m'anime, et la proposition d'aujourd'hui. Et la troisième voie ne peut pas émerger sur un déni d'aujourd'hui, que ce soit un déni de comment je fonctionne ou de comment l'autre fonctionne. Et effectivement, il y a un piège dans lequel on tombe quand on a un côté visionnaire parfois, qui est de dire, bah, au nom de cette vision, je vais me compromettre aujourd'hui. Et je vais surtout agir depuis le potentiel que je vois plutôt qu'à partir de la réalité de ce que l'autre me montre maintenant. Mais le paradoxe est que la troisième voie ne peut jamais émerger à partir d'un déni que je fais aujourd'hui, que ce soit sur moi ou sur l'autre. Ça doit être le point de départ, doit être le réel d'aujourd'hui. Mmh. Mais on est bien d'accord que c'est une pente que beaucoup de gens vont prendre, qui pour moi est associée à ce que j'appelle un scénario de réparation inconsciente, c'est-à-dire une recherche inconsciente d'être réparé par l'autre Mmh. et qu'il nous donne enfin ce que nous n'avons jamais eu. Et comme on en voit le potentiel, il y a quelque chose en nous qui s'active instantanément de c'est tellement ça que je veux, donc je vais tout donner pour ça. Donc c'est là où ça demande aussi une certaine, pour moi, conscience de soi et de ses fonctionnements inconscients. Mais c'est sûr que c'est une tendance et une pente qu'on peut prendre. Mais moi, je dis toujours, si ça doit prendre cette voie-là, si ce potentiel doit émerger, il ne pourra émerger qu'à partir de ton positionnement maintenant, et ton positionnement maintenant doit prendre acte de la réalité de ce que l'autre te montre aujourd'hui. Mmh. Ah, ça demande, une sacrée, lucidité, hein, un certain courage de voir, Oui. le réel, de Oui, complètement. d'enlever les œillères. Ouais, on est bien d'accord là-dessus. Parce que là, quelque part, vous êtes en train de parler de tout à l'heure, vous avez prononcé le mot souveraineté, Oui. donc parce que chez Nexus, on parle beaucoup aussi d'autonomie, l'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique, Mmh. mais finalement, est-ce que l'autonomie principale à avoir au départ, avant de pouvoir développer tout le reste ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, c'est pas l'autonomie, intérieure, affective? Mmh. Ouais. En tout cas, elle est centrale. Mmh. J'imagine que les 2 fonctionnent ensemble parce que je vois bien que plus on est autonome affectivement, plus on a tendance à aller vers une vie d'autonomie dans tous les sens du terme. En tout cas, c'est plutôt ce que Mmh. j'observe. Mais c'est sûr que c'est un point crucial, central, parce qu'il est fondateur de notre société. Le fait que la plupart des individus ne soient pas autonomes affectivement, et je vais amener une petite précision ici parce qu'elle est importante pour moi. Être autonome affectivement ne voulant pas dire: «Je n'ai besoin de rien ni de personne», parce que Mmh. ça pourrait être interprété de cette manière-là. Être Mmh. autonome affectivement, c'est pouvoir dire: «Voici de quoi j'ai besoin», aussi au niveau affectif. Ça n'est pas être dans une posture de toute puissance dans laquelle on s'imagine pouvoir s'émanciper de tout le monde. Ça, pour moi, ça n'est pas vrai. Mais Mmh. effectivement, le fait que notre société ne favorise pas non plus cette autonomie dans tous les sens du terme, y compris au niveau affectif, fait qu'on vit dans un monde avec des individus qui sont coupés d'eux-mêmes, qui sont, coupés, alors certains diraient de leur pouvoir. Moi, c'est un mot que j'aime pas trop, mais
Mais ça a toutes Mmh. sortes de conséquences sur le fonctionnement global de la société, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les écoles, que ce soit de manière, globale. En réalité, ça a des impacts partout. Alors notamment, par exemple, à travers les dessins animés, les films, où on voit tout le temps des gens qui dépendent l'un de l'autre pour tenir debout, ou comment on nous transmet ce manque d'autonomie selon vous, des petits? Avant même les films, il y a, le fonctionnement même de l'attachement et de la famille dans les cellules familiales. Alors bien évidemment qu'après il y a des choses qui sont relayées, que ce soit à travers les films ou d'autres choses, Mmh. mais il y a déjà tout simplement la manière dont on a appris à faire et personne n'est à blâmer là-dedans dans le sens où en fait, chacun fait ce qu'il a intériorisé, hein. On répète, encore une fois, quand on ne crée pas, on répète. Donc on Mmh. répète ce qu'on a vécu, connu, parce qu'on a besoin de se conforter dans le fait que c'était une bonne chose. Mais déjà même au sein de la relation parent-enfant, c'est déjà présent. Par exemple, dites-moi? Par exemple, un paradoxe que j'aime bien, c'est que, dans nos sociétés, on aime bien dire: «Oui, il faut que les enfants deviennent vite indépendants, donc on va les laisser des fois livrer beaucoup à eux-mêmes». C'est un exemple, hein, mais ça peut être des fois, ça peut être l'autre pendant, hein. Mais Mmh. j'ai vu beaucoup de parents dire: «Bon, ben, en fait, comme il faut qu'ils s'autonomisent, je le laisse pleurer ou je le laisse gérer tel truc ou à un endroit, je démissionne d'une certaine manière au nom d'une autonomie» et on va être dans une forme de négligence pour le coup. Là où en fait, il est prouvé qu'un enfant apprend à se réguler émotionnellement quand il a intériorisé la co-régulation avec ses parents. C'est-à-dire que quand ses parents, ben, ont été présents et lui ont appris à réguler son émotion et non pas l'ont laissé seul avec l'émotion. Donc on a toutes sortes de réflexes comme ça, même dans l'éducation, où on croit que ça mène vers de l'autonomie, là où en fait, ça crée des individus qui refoulent, qui sont aliénés, qui sont inconscients de leurs besoins, qui sont inconscients de leur fonctionnement et donc qui sont beaucoup plus facilement manipulables. Alors imaginez, il y a quelqu'un qui écoute là et puis qui se dit: «Ah bah, j'aimerais bien mettre en place, la troisième voie dans mon foyer». Donc soit Mmh. un foyer constitué de 2 personnes, soit, Ouais. avec 1 ou des enfants. Est-ce que vous auriez un conseil à leur donner? Qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en pratique, là, tout de suite? Qui changerait tout déjà? Quoi, pas tout, mais qui serait déjà un bon point de départ? Ouais. Alors, je vais donner un petit tips qui est quelque chose qu'on développe beaucoup dans le séminaire, mais qui est quand même un pilier du séminaire, Mmh. qui est ce qu'on appelle l'aveu. L'aveu, c'est quoi? C'est je m'avoue à moi-même à quel point quelque chose me touche, voire me heurte, et tout en même temps, je m'avoue à quel point, dans la même mesure, quelque chose est important pour moi. Mmh. Hem et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire tout de suite. Heu, Parce qu'on va pouvoir entrer en relation avec l'autre dans une disposition dans laquelle on s'est déjà avoué à soi à quel point où on se trouve en fait. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est quoi le point de départ? C'est où que je me situe ici et maintenant, avec le plus de sincérité possible. Parce qu'encore une fois, la troisième voie ne va pas émerger depuis un déni, depuis un mensonge. Donc plus on avoue là où on se trouve ici maintenant avec ce qui est désagréable et là où on a envie d'aller, plus on va pouvoir faire émerger quelque chose avec l'autre. Dans le couple, si j'avoue à mon partenaire à quel point, je sais pas, j'ai été touchée, quand, je sais pas, je peux prendre comme exemple, quand il ne m'a pas répondu à mon message, je vais prendre un truc vraiment, très simple qui peut parler à tout le monde et que je Mmh. m'avoue à quel point c'est quelque chose qui me touche et tout en même temps, je m'avoue à quel point, bah, j'ai envie qu'on s'informe des choses, qu'on soit ensemble, aussi, même quand on n'est pas ensemble physiquement et que je peux l'avouer à l'autre, Mmh. bah, ça peut être un bon point de départ pour faire émerger quelque chose de neuf. Là où Mmh. en fait, la plupart du temps, on s'avoue déjà même pas à soi-même à quel point on est touché et encore Oui. moins à l'autre. C'est plutôt chez les évitants, non, qu'on ne Oui, c'est s'avoue pas vrai. les choses. C'est vrai que les évitants ont plus tendance à être dans le déni. Oui. Oui, et les Heu, anxieux vont plus avoir tendance, pour le coup, à s'avouer eux-mêmes, oui, mais à aller voir l'autre, non pas dans un aveu, mais dans une pression pour obtenir ce qui semble important pour eux, ce qui est pas mmh. forcément plus efficace.
Cette troisième voie que vous avez mise en place, c'était un concept ou comment dire? Une pratique qui existait déjà? Ou vous l'avez, créée avec votre compagnon? Comment et vous l'avez expérimenté au sein de votre couple? Comment ça s'est passé? En fait, oui, non, c'est pas quelque chose qui existait déjà. C'est quelque chose, en fait, moi, j'ai un fonctionnement où je modélise après coup. C'est-à-dire que la troisième voie, factuellement, si je regarde, ça fait très longtemps que je la pratique. C'est juste que Mmh. je l'avais pas modélisée et conscientisée comme telle. C'est aussi à force qu'on me fasse des retours et puis que mon partenaire me dise: «Mais la façon dont tu proposes les choses, elle est vraiment différente». Donc je modélise après coup, c'est-à-dire je me dis: «OK, en fait, c'est vrai que je vois que j'ai un fonctionnement qui diffère de, la majorité des gens», et après coup, je me dis: «Comment ça se passe?» et je le modélise pour les autres. Mais c'est Mmh. quelque chose concrètement qui est présent et qui m'habite moi depuis toujours et qui s'est peaufiné avec le temps. Mais c'est pas quelque chose où j'ai lu un jour un bouquin et je me suis dit: «Ah oui, ça fonctionne comme ça», c'est pas mon fonctionnement. Moi, à chaque fois, je modélise après coup des choses que j'observe. Mmh. Et est-ce que vous avez vu donc dans la pratique, le fait de pratiquer cette façon de faire, Oui. quelles conséquences ça peut avoir sur les gens? Est-ce que ça fonctionne à tous les coups ou pas? Quels, bienfaits ils ont pu voir dans leur vie? Ça a été quoi les conséquences? Le premier bienfait qui est systématique, immédiat, c'est un sentiment d'être connecté à l'autre beaucoup plus. Ça, c'est vraiment la première chose que j'observe et qu'on observe et qu'on a encore vu ce week-end avec le couple qui était présent. C'est-à-dire, instantanément, il y a quelque chose où on se regarde et on voit que là, on est ensemble et on se sent connectés, on se sent l'un avec l'autre et on voit qu'il y a une joie qui émerge de ça, vraiment. Donc ça, c'est la première chose et je pense que Mmh. c'est la principale parce que en réalité, après, ça va découler sur des choses concrètes, sur, voilà, comment on gère tel ou tel truc. Mais la première chose, c'est vraiment un sentiment de connexion qui, des fois, pouvait sembler disparu depuis des mois, voire des années et où là, on se retrouve et on se regarde, on fait: «Oh waouh! Ah ouais, ça change vraiment la donne en termes de connexion qu'on a l'un avec l'autre». Et après vous avez vu vraiment des relations évoluer sur le long terme? Est-ce que ça a un impact sur le long terme ou ça a un impact sur le coup et puis, pouf, après on oublie, on reprend nos vieux mécanismes? Non, j'ai accompagné des gens parce que ça fait quelques années que je fais ça. Alors vraiment, le séminaire troisième voie, c'est assez récent qu'on a commencé à le proposer, donc je pourrais peut-être vous en reparler dans plusieurs années sur sur le les effets sur le long terme, mais c'est quelque chose que je proposais déjà de toute façon dans tous mes accompagnements ou dans toutes mes approches et oui, j'ai vraiment vu des gens être, sur le long terme transformés par ça. Mais après, c'est comme tout, c'est ce qu'on leur dit, dans le séminaire aussi, c'est une pratique quotidienne, c'est un engagement. Donc nous, on n'a pas la main là-dessus. Les gens pratiquent, pratiquent pas, ça nous appartient pas. Mais ce que je constate, c'est quand les gens vraiment pratiquent, ça fait une énorme différence. Alors quelle est votre formation, Sarah? Parce que c'est vrai que vous proposez ça, mais j'ai vu que vous avez un diplôme en philosophie, c'est ça? Vous êtes Exact. Mmh. notamment? Et Oui. quoi d'autre? Alors j'ai fait plusieurs choses. J'ai fait du droit, j'ai fait de la philosophie, j'ai été enseignante en philosophie un peu, pas très longtemps, parce que ce format-là était pas quelque chose qui moi me convenait. J'ai fait des différentes écoles de coaching aussi, dont une au Québec d'ailleurs avec une femme avec qui j'ai été formée pendant plusieurs années et qui m'a beaucoup apporté aussi. Elle vous a formé sur quoi exactement, cette québécoise? Alors, elle avait justement, différentes formations et elle proposait une approche d'accompagnement qui incluait à la fois, ben, du coaching, de la psychologie, des dimensions alors elle a fait du chamanisme, c'est quelque chose que je fais pas par contre, Mmh mh. mais elle avait une approche aussi spirituelle d'une certaine manière, qui incluait, des dimensions un peu plus subtiles, quoi. Mmh. Pour en revenir à la philosophie, parce que moi j'adorais la philosophie aussi quand j'étais jeune. Je trouvais que Ah oui, ça justement ça apportait de la nuance, ça apportait c'est tellement ça. de points de vue différents, je trouvais ça extraordinaire. Oui. Est-ce qu'on peut pratiquer la troisième voie si on s'intéresse pas du tout à la philosophie, si on n'est pas un petit peu philosophe? Je me pose la question. Je pense que oui, sincèrement, enfin je le vois, on n'est pas forcé d'être, philosophe pour ça, mais par contre, il y a besoin qu'on soit animé d'un très fort désir,
de liens, de relations et de rencontres. Ça, oui. Oui, de lien. Il faut vraiment avoir envie de lien, c'est ça. Ouais. Parce que si on n'a pas envie, si l'autre est un ouais, comme vous disiez tout à l'heure, quelqu'un qui nous fait peur, quelqu'un qu'on méprise, quelqu'un qu'on bah, on Mmh. peut pas, c'est impossible. Dans votre texte sur la troisième voie, vous dites également: «C'est celle qui nous fait marcher avec le transcendant dans et avec l'humain, celle qui nous fait trouver Dieu là où on pensait qu'il s'était retiré et aimer au-delà des concepts, jusque dans notre chair, notre sang et nos actions quotidiennes. Ce n'est pas un concept, c'est une façon d'aborder la vie autrement, dans une proposition qui libère, qui édifie, qui nous rend à nous-mêmes. Mmh. La troisième voie, ce n'est pas trouver des compromis, même si cela peut y paraître en apparence. C'est se dévouer à nous-mêmes et à l'autre dans la dignité. C'est une pratique spirituelle concrète. Voilà où je voulais en venir. Mmh. En quoi c'est une pratique spirituelle, cette troisième voie? Ouais. OK, je vais le dire comme ça. Il y a beaucoup de gens qui disent: «Je sais que je suis, l'amour avec un grand A, que je suis plus grand que, voilà, que ce que l'humain que je suis» et cetera. Et dans les faits, c'est-à-dire dans les actes quotidiens, leur vie démontre qu'ils ne savent pas qu'ils sont l'amour avec un grand A. Mmh. Heu, Là où je veux en venir, c'est qu'à un moment donné, ce qui fait que cette troisième voie émerge, c'est dans mon vécu, hein, ça reste que mon expérience, hein, dans mon expérience parce que, je m'en remets d'une certaine manière à quelque chose de plus grand, par quoi je me laisse inspirer et c'est ce qui permet à un endroit que je sorte de juste mon carcan, juste mes petites façons de penser, mes petits trucs et il y a quelque chose à un moment donné où j'accepte, là aussi d'être transformée par quelque chose que je considère comme plus grand, que je reconnais comme vrai, que je reconnais comme juste et que ça me pousse à agir autrement, ça me pousse à faire quelque chose de neuf, ça m'oblige à quelque chose de neuf. Et la troisième voie, c'est vraiment ça, c'est pour moi, s'il n'y a pas un côté transcendant et qu'on le fait juste pour nos petits enjeux narcissiques, on va pas avoir la force d'être changé. Là où si Mmh. vraiment on se relie à quelque chose qui fait du sens, donc moi j'appelle ça quelque chose de transcendant, ben, on va avoir la force d'être transformé, même là où c'est inconfortable, même là où il y a des sevrages, même où ceci ou cela. Et je crois que quand on met ça au milieu et au milieu d'une relation, au milieu d'une famille, bah, ça fait vraiment toute la différence. Un acte de foi et puis vous mettez foi avec un F majuscule et Oui, ça peut être, à la fois, il y en a qui vont appeler ça Dieu, il y en a qui vont appeler ça l'univers, il y en a qui vont appeler c'est ça, ça, son moi profond, son âme ou exactement. Mmh, voilà, quelque chose de plus grand que nous, qui nous permette de nous relier. Ah, c'est beau, moi ça me parle. Alors Mmh. en alors en quoi ça n'est pas un compromis? Parce que c'est vrai que dès le début du texte, vous dites: «La voie sans compromis» et c'est vrai qu'on a Oui. tendance à se dire que la troisième voie, bah, c'est un compromis. Chacun fait un effort, mais non, c'est pas un compromis. Non, c'est pas un effort au sens de: je suis pas satisfaite, toi non plus, mais on va faire un truc entre 2 qui fasse je suis un peu satisfaite et toi un peu satisfait. C Dans ce sens-là, ça n'est pas un compromis. C'est quelque chose qui va faire que je suis pleinement rejoint, tu es pleinement rejoint et on est nourris tous les 2. Donc il y a pas Mmh. une histoire de compromis de je suis un peu nourri, mais pas trop, c'est dans ce sens-là que je veux dire que c'est pas un compromis. Parce que souvent les compromis nous a enfin ce qu'on on dit être des compromis, nous amène à des endroits où c'est tiède et j'aime pas moi cette tiédeur. Je suis pas quelqu'un de tiède, je suis quelqu'un d'assez intense et j'aime que les choses soient, radicales ou intègres et donc la troisième voie, c'est vraiment un endroit où on ne sait pas comment, mais on va découvrir comment je peux être pleinement nourri et tu peux être pleinement nourri et donc oui, ça va peut-être demander qu'on apprenne des choses, mais en fait, c'est pas un effort au sens de c'est s'il y a quelque chose à quoi je dois renoncer ou une nouvelle habitude que je dois prendre, c'est fait joyeusement parce qu'en fait, je sais que ça me nourrit et que ça te nourrit. Donc il y a pas d'effort au sens de labeur, de je me force, de Mmh. c'est pas ça.
Puis il y a cette dimension que la satisfaction et la joie de l'autre nous en donnent également. Oui, C'est oui, on complètement, mais complètement. On sous-estime à quel point on a besoin d'avoir un ou une partenaire satisfait, nourri, sécurisé. On sous-estime à quel point c'est un besoin pour nous aussi, en réalité. quel calme ça peut apporter aussi, hein? Bah oui, mais tellement. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose, Sarah? Est-ce que j'ai envie d'ajouter quelque chose? Mmh, non, je pense que ça, c'est ce sur quoi on a terminé là, c'est-à-dire que ça demande une certaine intégrité, une certaine radicalité intérieure de marcher ce chemin. C'est un Mmh. paradoxe que des fois on a du mal à saisir, c'est que ce qui va apporter de la nuance, c'est d'être aussi profondément radical avec soi et encore une fois, d'être très au clair sur le fait qu'on ne se sacrifie pas et on ne sacrifie pas l'autre et de tenir ces 2 extrêmes en tension qui va faire émerger, c'est pour ça moi je vois vraiment ça comme un art, c'est être des artistes. C'est vraiment une tension créatrice qui fait qu'on peut faire Mmh. émerger quelque chose de neuf. Mais il faut savoir se tenir dans ce feu-là. C'est ça, le terme feu, vous l'utilisez, hein? Ouais, Quand on beh, se oui. laisse quand on se laisse pétrir dans le feu de notre désaccord. Donc on est en désaccord, il y a du feu, on se laisse pétrir par lui pour aller au-delà de ce désaccord. C'est ouais, je vois Ouais, bien c'est ça. l'image. Mais parce qu'en réalité, quand on va au fond des choses ensemble, mon constat est que les désaccords sont toujours superficiels. C'est-à-dire là où on croit être en désaccord, c'est parce qu'on n'est pas allé au niveau de profondeur qui nous fait constater qu'en réalité on est d'accord. Mais Mmh. voilà, je finirai Ah! peut-être là-dessus. Ah bon, on va Mmh. finir là-dessus, j'aime bien. Je suis d'accord avec vous. Ah! Eh bien, merci Ouais. Sarah. On mettra sous la vidéo des liens qui renvoient vers votre site, voilà, pour Mmh. s'il y a des gens qui veulent découvrir ce que Super. vous faites. Donc moi, en toute Mmh. transparence, je n'ai pas participé à des séminaires, hein. Je ne sais pas comment ils se déroulent, leurs prix et cetera. Donc je ne peux Mmh. pas, témoigner parce que parfois on expérimente certaines choses en tant que journaliste et puis après on en parle. Là, ça n'est pas le cas. Mmh. Là, c'était vraiment Mmh. ce texte qui a résonné en moi et qui m'a amené donc à cette rencontre avec Sarah. Alors peut-être qu'un jour nous nous rencontrerons en vrai, Bah oui, qui sait? avec plaisir. Bien, merci Sarah, à bientôt. Merci d'avoir suivi cet entretien, chers auditeurs. N'hésitez pas à partager ce que vous avez pu ressentir en commentaire de cette vidéo. Et n'oubliez pas que nous sommes un magazine papier vendu en kiosque et en ligne et que c'est grâce à vos achats, à vos abonnements que nous vous proposons ce type de contenu. Merci et à très très bientôt, peut-être au festival, les 27 et 28 juin.